Je m'appelle Samuel Girard. Le vent brûlant du sud de la Provence agitait les pins autour de ma petite maison en pierre, quelque part près de Sisteron, là où la garrigue embrasse les collines. Ce jour-là, j'avais à peine imaginé que ma vie allait basculer. 8 hommes montés sur leurs chevaux, fusils en main, encerclaient ma cabane délabrée. Je pouvais presque entendre le grincement de leurs bottes en cuir sur le vieux bois de mon porche alors que je sortais, prêt à faire face. Derrière la fenêtre, Élise Moreau me regardait avec ses yeux d'un noir profond, ceux qui avaient déjà vu trop de misère. Sa robe blanche déchirée flottait autour d'elle, dévoilant des cicatrices à moitié cachées, une peau olivâtre souillée de poussière et de sang. Dans sa main tremblante, un vieux revolver Colt chargé, prêt à défendre sa vie comme elle le pouvait. « Tu veux la voir, Samuel ?» criai-je, ma voix portant 15 ans de colère rentrée. « Tu devras passer sur moi. » Le chef de la bande, un certain Jacques Bernard, sourit avec la froideur d'un serpent en cravate. « Un homme contre 8, mon ami. On n'appelle pas ça du courage, mais de la folie. » Ma main plana au-dessus de mon holster, celle qui m'avait trahi 15 ans plus tôt, quand j'avais échoué à sauver Marie, ma femme, à Avignon. Mais cette fois, je ne laisserai pas tomber sa sœur. J'ai connu pire, répondis-je, le souffle court, la gorge nouée. Le vent sembla retenir son souffle. 8 doigts crispés sur 8 gâchettes. Mais est-ce qu'un seul homme, rongé par la culpabilité, pouvait vraiment arrêter une armée? Et surtout, à quel prix l'amour se paierait-il, dans cette poussière provençale? 3 jours plus tôt, je n'étais qu'un homme mort en sursis. 15 ans de regrets et de bouteilles vides avaient creusé des sillons sur mon visage plus profonds que ceux des champs de lavande. Ma maison, là-haut sur la colline, ressemblait à une tombe oubliée, exactement comme je l'aimais. Puis elle est arrivée, sortant de la forêt de pins comme un souffle de fumée, Élise Moreau. Sa robe blanche, déchirée, épousait ses formes nobles, témoignant d'une lignée fière mêlant un sang provençal et un feu celte. Le tissu taché de sang et de terre, sa peau olivâtre marquée par la peur. Mais ses yeux sombres me glacèrent d'un souvenir trop douloureux. J'avais déjà vu ce regard, une décennie et demie plus tôt, dans un hôpital militaire à Marseille, quand Marie, mourante, m'avait fixé une dernière fois. Son nom me brûlait les lèvres, murmuré comme une prière. Marie. La femme, ce fantôme, cette impossibilité, releva la tête d'un geste fragile. « Je suis sa sœur, dit-elle, la voix cassée mais ferme. Elle parlait de toi, avant que les mots ne flottent dans l'air chaud, avant qu'elle ne meure, avant que mon monde ne s'effondre la première fois. » Puis Élise s'écroula, ses genoux heurtant la poussière avec un bruit sourd. Sa robe blanche monta le long de ses cuisses, dévoilant des marques de brûlure et de cordes, et pire encore. Je la rattrapai avant qu'elle ne touche le sol, et sous la peur et le sang, l'odeur du jasmin sur sa peau me rappela ce que ça faisait d'être vivant. « S'il te plaît, murmura-t-elle contre ma poitrine, ne les laisse pas me reprendre. » Je la soulevai sans effort, sentant son corps trembler contre le mien. Elle était faite de courbes dangereuses et d'une confiance désespérée, cette femme qui portait les yeux de l'amour perdu, tout comme je la portais vers ma cabane. Sa tête tomba sur mon épaule, et pour la première fois depuis 15 ans, mon cœur se souvint comment battre. À la lumière de la lampe, l'horreur se révéla pleinement. Son dos portait les marques d'une torture méthodique, brûlures, coupures, et un tatouage sinistre, un dragon noir entourant des symboles que je savais signifier une seule chose, la serpiente noire. Une opération clandestine, une marque de propriété. Ce mot, propriété, me frappa comme un coup de poing. Cette femme, magnifique malgré tout, réduite à un objet par des monstres à visage humain. « Tu es en sécurité ici, dis-je, chaque fibre de mon être le voulant sincère. » Élise se tourna vers moi, et dans ce mouvement, sa robe glissa d'une épaule, laissant voir une peau dorée par le feu, marquée de bleu qui racontait des histoires que je ne voulais pas entendre. Mais sous ses blessures, je voyais la femme qu'elle était, fière, belle, indomptée malgré tout. « Suis-je libre ?» demanda-t-elle, un défi dans la voix. « Ou est-ce juste un autre piège ?» Je soutins son regard sans faiblir. « Je ne suis pas eux. » Elle laissa sa robe glisser un peu plus, une invitation muette. Elle mettait en jeu son corps, une arme apprise dans la douleur, pour survivre. Je détournai les yeux, serrant la mâchoire. « Repose-toi. Personne ne te fera de mal ici. » Je jetai un coup d'œil, elle souriait, le premier vrai sourire depuis son arrivée, illuminant son visage et chassant les ombres. « Merci, » souffla-t-elle simplement. Cette nuit-là, assis sur le porche, le fusil posé sur mes genoux, j'écoutais son souffle régulier à travers les murs fins.
Au loin, les coyotes hurlaient en chœur, mais c'était le murmure de son prénom dans son sommeil qui me tenait éveillé jusqu'à l'aube. Au petit matin, l'air frais de la vallée de la Durance caressait doucement les volets de la maison. Le café fumait dans la tasse en terre cuite que j'avais posée devant moi, tandis qu'Élise s'éveillait, ses gestes lents et délicats, comme si chaque mouvement demandait un effort immense. Elle errait dans la pièce, cette fois vêtue d'une de mes chemises en jean, trop grande pour elle, laissant deviner la courbe élégante de son cou et l'ombre d'un tatouage encore visible sous le tissu. Elle s'installa en face de moi, les yeux toujours sombres mais un peu moins lourds de peur. « Parle-moi de Marie », demanda-t-elle, sa voix rauque, presque un souffle. Je posai ma tasse, les mains légèrement tremblantes. Le nom n'avait pas été prononcé à voix haute depuis 15 ans. Elle était tout ce que j'avais de bon, dis-je enfin, la gorge nouée. Et je l'ai laissée mourir. Élise baissa les yeux, une ombre de tristesse traversant son visage. C'était la fièvre, pas toi. Elle posa doucement sa main sur la mienne, une chaleur inattendue. Dans ses lettres, elle parlait de toi. De comment tu l'as tenue, même quand il n'y avait plus d'espoir. Un rire amer m'échappa. J'aurais dû être plus rapide, trouver de l'aide. J'aurais dû être Dieu. Elle haussa un sourcil, un sourire en coin. Les hommes aiment bien porter le poids du monde, tu sais. Comme si ça les rendait plus forts, alors que ça les rend juste, idiots. Cette remarque me fit froncer les sourcils. C'était exactement la façon dont Marie me parlait, son ton tranchant, son humour cruel qui me ramenait toujours à la réalité. Tu lui ressembles, murmurai-je. Élise pencha la tête, un éclat nouveau dans ses yeux. Sa chemise s'ouvrait sur sa poitrine, dévoilant la courbe douce de sa gorge, l'ombre entre ses seins. Elle était bonne, pure. Moi, je suis autre chose. J'avoue que cette confidence m'ébranla. Il y avait dans sa voix une invitation sombre, un mystère qui faisait vibrer l'air autour de nous comme un miel d'été lourd et sucré. « Qu'est-ce que tu es, alors ?» demandai-je, la voix plus basse que prévu. Elle se leva lentement, ses mouvements fluides et hypnotiques, la lumière du matin dessinant chaque courbe, chaque creux sous le tissu fin de sa chemise. Puis elle se retourna, ses yeux brûlants d'une intensité qui n'avait rien à voir avec le soleil provençal. « Je suis celle qui va nous sauver tous les deux. » Avant que je puisse répondre, le bruit des sabots résonna sur la piste derrière la maison. Le visage d'Élise devint blême, sa confiance disparaissant comme la rosée au soleil. « Ils m'ont trouvé », murmura-t-elle, presque trop faible pour être entendue. Je me levai d'un bond, vérifiant mes armes avec la précision d'un homme qui se prépare à la guerre. Mais alors que je cherchais mon ceinturon, sa main attrapa mon poignet, sa peau brûlante contre la mienne. « S'il m'emmène, dit-elle, la voix brisée, promets-moi que tu ne viendras pas me chercher. Ne sacrifie pas ta vie comme tu as perdu celle de Marie. » Je serrai les dents, coupant court à ses supplications avec une détermination froide. Ne compare pas ça à ça. Je la tirai contre moi, sentant la douceur de son corps à travers le tissu trop grand, cette femme qui semblait créée pour ce moment précis. Son souffle chaud sur ma peau, son cœur battant comme un tambour contre ma poitrine. « Je ne te perdrai pas », murmurai-je dans ses cheveux. Élise recula pour me regarder, ses yeux cherchant les miens, puis d'un geste lent, presque sensuel, elle traça la cicatrice qui partait de ma tempe gauche jusqu'à la mâchoire au souvenir d'une bataille à Verdun, baiser que Marie adorait. « Alors, on se bat » dit-elle simplement, une lueur de défi dans la voix. Le ciel se chargeait déjà de nuages lourds quand le cavalier apparut, vêtu comme un dandy, mais avec un regard glacé qui trahissait son vrai pouvoir. Il s'appelait Diego Laurent, et il avait l'air de posséder la vallée entière. « Bonjour, mademoiselle », lança-t-il avec un accent étrange, « tu fais beaucoup parler de toi en fuyant ainsi. » Élise se plaça derrière moi, le menton haut, défiant. « Je ne fuis plus, Diego. » Il rit, un son gras et mauvais. « Tu appartiens à Monsieur Bernard, et il veut sa propriété de retour. » Je posai la main sur la crosse de mon revolver. « Elle ne va pas nulle part, monsieur. » Diego éclata de rire, sinistre. « Tu ne sais pas ce qu'elle est, gringo. Ce qu'elle a fait. » Je le regardai droit dans les yeux, froid comme la pierre. « Moi, je sais ce que vous lui avez fait. » Le sourire de Diego vacilla un instant. « 3 jours, vieux. 3 jours pour dire adieu. Ensuite, on revient. » Et comme il était venu, il fit demi-tour, disparaissant dans les pins. Élise s'effondra sur ses genoux, toute sa force s'échappant comme une rivière rompue. Je me baissai près d'elle, enveloppant son corps tremblant contre mon torse. « Il a raison,
souffla-t-elle. Tu ne sais pas ce que je suis. Ce qu'ils m'ont fait faire. Je lui relevai le menton, forçant son regard à croiser le mien. Je sais que tu es la sœur de Marie. Que tu es courageuse. Et que je préfère mourir plutôt que de les laisser t'emmener. Samuel? Murmura-t-elle, et dans ce seul mot, il y avait la promesse d'un salut et d'une damnation mêlée. Le vent soufflait, chargé de menaces, et je savais que la tempête ne faisait que commencer. Les jours suivants s'étiraient comme un rêve brisé, chaque instant chargé d'une tension palpable. Le soleil provençal tapait fort, inondant la vallée de Sisteron d'une lumière dorée, mais dans la maison, l'atmosphère était lourde, presque électrique. Élise devenait chaque jour un peu plus insaisissable, comme une ombre dansante entre la douleur et la détermination. Elle avait adopté mes vieux vêtements, les jeans usés et les chemises de coton, qui semblaient étrangement faits pour mettre en valeur ses hanches fines et la ligne de son cou. Chaque fois qu'elle bougeait, j'avais l'impression que le tissu glissait sur une sculpture vivante, une invitation silencieuse à découvrir ce qui se cachait derrière ses yeux sombres, ces yeux qui me hantaient. Un soir, alors que le crépuscule étendait ses longs doigts roses sur la campagne, nous étions assis sur les marches du porche, le silence nous enveloppant comme un voile. Elle brisa finalement le silence, sa voix douce mais pleine d'une force inattendue. « Tu continues à me regarder comme si j'étais Marie », dit-elle avec un petit sourire triste. Je haussai les épaules, incapable de mentir. Tu as ses yeux. Mais pas son cœur. Elle pencha la tête, un éclat de défi dans le regard. Marie ne tuait jamais personne. Je posai mes mains sur mes genoux, réfléchissant. Parfois, il n'y a pas d'autre choix. Élise se rapprocha, posant sa tête contre mon épaule, et je sentis la chaleur de son corps à travers la fine étoffe de la chemise. C'est ce que tu te dis pour ne pas culpabiliser, murmura-t-elle. Je souris, amère. Je me raconte beaucoup d'histoires. Elle releva la tête, son regard cherchant le mien dans la pénombre. Alors dis-moi la vérité. Pas les histoires. Je restai silencieux si longtemps qu'elle dut presque abandonner l'idée d'une réponse. Puis, d'une voix lourde de 15 ans de douleur, je parlais. Je l'aimais plus que ma propre vie. Quand la fièvre l'a emportée, j'ai voulu la suivre. J'ai passé des années à noyer ma peine dans le vin. Et puis, tu es arrivé. Elle me regarda, ses yeux brillant d'une lueur étrange, comme si elle pouvait lire chaque cicatrice de mon âme. Tu voulais redevenir vivant, dit-elle doucement, et moi, je voulais juste survivre. Le vent jouait avec ses mèches de cheveux sombres, et elle se tourna vers moi, la lumière du soir caressant sa peau dorée, ses courbes dessinées par la robe légère qu'elle avait retrouvée et raccommodée. Elle ressemblait à une peinture, une tentation incarnée, mais c'étaient ses yeux qui me tenaient prisonnier. Samuel, souffla-t-elle, sa main effleurant ma joue, je sais que tu essaies d'être honorable. Mais demain, ils viendront. Et cette nuit, je ne veux pas être seul avec mes fantômes. Le baiser qui suivit était chargé de whisky, de peur et d'espoir volés au temps. Ses mains serrèrent ma chemise, m'attirant plus près, et pendant un instant, toutes les murailles que j'avais construites en 15 ans s'effondrèrent en poussière. Lorsque nous nous séparâmes, haletant, je murmurai, ça ne change rien. Elle sourit, un sourire chargé de promesses et de désirs inavoués. Tout change, Samuel. Parce que maintenant, tu sais pourquoi tu te bats. Cette nuit-là, je restais éveillé, écoutant chaque souffle, chaque mouvement dans la maison. Son murmure de mon nom dans le sommeil était une mélodie douce amère qui me tenait éveillé, tendue comme un arc prêt à se briser. Mais l'aube apporta avec elle un grondement sourd, le claquement de bottes, le tintement métallique des éperons. 8 cavaliers s'étaient déployés en demi-cercle autour de la maison, leurs ombres longues projetées sur les pierres anciennes. Le temps est écoulé, Gringo, lança une voix rauque, celle de Diego Laurent. À ses côtés, un homme vêtu de vêtements riches et d'un sourire cruel, Jacques Bernard, le vrai maître de la vallée, un dandy au regard mort, dont les mains étaient aussi douces que celles d'une femme mais aussi dangereuses qu'un cobra. Je montai sur le porche, Élise juste derrière moi. Ses cheveux tressés mettaient en valeur la force de son cou, et sa robe, maintenant propre et ajustée, la faisait ressembler à une reine guerrière prête pour la bataille. Elle reste avec moi, dis-je, la voix ferme. Jacques ricana, un son sans joie. Tu crois pouvoir voler à Jacques Bernard? Cette femme m'a coûté bien trop cher. Elle paiera. Et toi aussi. Je reposai la main sur mon revolver, sentant le monde ralentir autour de nous. 8 mains cherchant leurs armes, le clic sourd des chiens de métal prêts à mordre le silence. Puis,
une voix tranchante fendit l'air. « Je ne vous le conseillerais pas, » dit calmement un homme qui sortait de l'ombre des pins, à un signe brillant au soleil. C'était le commissaire Rémi Gauthier, et derrière lui, 6 autres hommes de la loi, tous armés, tous prêts. « C'est une affaire fédérale, » annonça-t-il. « Vous êtes tous en état d'arrestation. » La bataille qui suivit fut brève, brutale. Les hommes de Jacques furent pris entre mon tir précis et la supériorité numérique du commissaire. Seul Jacques Bernard réussit à s'échapper, galopant à travers la forêt de pins, ses jurons s'évanouissant dans la brume naissante. Mais ce n'était pas la fin. Non, c'était le début d'une vérité plus sombre encore. Lorsque la poussière retomba sur la clairière, le silence devint presque sacré. Les corps des hommes abattus gisaient étendus sur le sol, et la lumière du soleil filtrait à travers les pins, dessinant des motifs changeants sur la terre battue. Élise s'agenouilla près d'un des blessés, non pas pour lui porter secours, mais pour fouiller dans la poche de son gilet en cuir usé. Ses doigts délicats sortirent un petit carnet en cuir, usé par le temps et les secrets. Elle le tint à la lumière, ses yeux sombres scrutant les pages remplies de noms, de dates, de lieux, une véritable carte du réseau clandestin que Jacques Bernard avait tissé dans toute la Provence. La Serpiente Noire, une organisation qui réduisait des femmes comme elle en esclavage, leur volant leur liberté et leur dignité. « C'est fini, » dit-elle d'une voix ferme, brandissant le carnet comme un trophée. « Tout ça s'arrête ici. » Le commissaire Gauthier siffla bas, impressionné. « Ce petit carnet va envoyer beaucoup d'hommes derrière les barreaux, et libérer beaucoup d'âmes. » Je la regardais, cette femme qui avait traversé l'enfer et en était sortie plus forte, tenant désormais la clé pour démanteler un empire de violence. Dans sa robe légère désormais réparée, ses cheveux brillants sous le soleil provençal, elle incarnait une justice à la fois belle et terrible. Je m'approchai, la voix pleine d'une nouvelle douceur, « Et maintenant ?» Élise tourna les yeux vers moi, une incertitude nouvelle dans son regard. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment été libre. Pas vraiment. » Je fis un pas plus près, assez pour sentir le parfum subtil du jasmin qui semblait l'accompagner partout. Peut-être est-il temps d'apprendre. Elle sourit, ce sourire qui aurait pu illuminer toute la vallée. Et toi? Qu'est-ce que tu feras quand je serai parti? La question me frappa plus fort que je ne l'aurais cru. 15 ans, je me contentais de survivre, de me noyer dans la culpabilité et l'oubli. Mais Élise avait changé tout ça. Elle m'avait rappelé ce que c'était d'avoir quelque chose à protéger, quelque chose pour lequel se battre. Je pris une profonde inspiration. Je pensais, que peut-être, tu n'aurais pas besoin d'aller nulle part, si tu ne le voulais pas. Son sourire s'élargit, éclatant comme un rayon de soleil sur la roche. Tu me demandes de rester, Samuel Girard? Je hochai la tête. Je te demande de construire quelque chose avec moi. Quelque chose de réel. Quelque chose dont Marie aurait été fière. Ses doigts se posèrent doucement sur ma joue, traçant la cicatrice qui courait de ma tempe à ma mâchoire, un souvenir de la guerre que Marie avait embrassée 1000 fois. Elle me disait dans ses lettres que l'amour, ce n'est pas chercher la perfection, mais trouver quelqu'un dont les blessures s'imbriquent avec les tiennes. Je souris, sachant déjà la réponse, juste en regardant la façon dont ses yeux brillaient. Je crois que nos blessures s'accordent parfaitement. Le baiser que nous partagions alors était une promesse, un renouveau. Quand nous nous séparâmes, le ciel provençal s'embrasait de teintes dorées et pourpres, et l'avenir s'étendait devant nous comme une route ouverte, pleine de possibilités. 6 mois plus tard, quiconque passait près de notre ferme à Sisteron voyait une propriété en pleine vie, des troupeaux paissant dans des prairies verdoyantes, une maison pleine de rire et du parfum de la cuisine d'Élise. Je lui apprenais à manier le revolver, même si elle tirait déjà mieux que beaucoup d'hommes du village, tandis qu'elle me faisait découvrir la langue espagnole à travers des livres qu'elle faisait venir de Barcelone. Mais derrière cette façade de bonheur, il y avait des nuits où les cauchemars revenaient, où les ombres du passé menaçaient de tout emporter. Ces batailles-là, nous les menions en chuchotant, avec patience et amour, plus fort que la peur. Élise gardait la petite cicatrice sur son épaule, là où le tatouage du dragon noir avait été brûlé. Pour me souvenir, disait-elle quand je passais mes doigts dessus, que même les marques les plus sombres peuvent être vaincues. Quant à moi, je conservais la dernière lettre de Marie dans mon bureau, non pas comme un sanctuaire du passé, mais comme un pont vers l'avenir. Parce qu'Élise avait raison, l'amour, ce n'est pas chercher la perfection, mais trouver quelqu'un dont les morceaux brisés s'emboîtent avec les tiens pour créer quelque chose de plus fort. Le vent de Provence continuait de chanter entre les collines, mais désormais, il portait une nouvelle histoire, celle de la rédemption, des secondes chances, et de 2 âmes brisées qui avaient trouvé non seulement l'amour,
mais aussi le courage de guérir. Parfois, juste parfois, ça suffit à changer le monde. Mais quand la nuit tombe sur Sisteron, un murmure s'élève dans les pins, un secret oublié qui pourrait bien tout remettre en question. Les jours paisibles à Sisteron semblaient s'étirer à l'infini, comme une douce caresse sur une plaie encore vive. Pourtant, derrière chaque sourire et chaque éclat de rire, une ombre persistait, tapie dans le silence. Une nuit, alors que la maison dormait sous un ciel étoilé, un frisson parcourut mon échine. Quelque chose d'invisible, mais palpable, s'immisçait dans notre havre de paix. Je me levai, tirai doucement la porte-fenêtre pour apercevoir la silhouette d'un homme au bord des champs, à la lisière de la forêt. Il était là, immobile, presque comme un fantôme, scrutant la maison avec une intensité inquiétante. Élise, réveillée par mon agitation, se colla contre moi, ses doigts serrant ma chemise. « Tu sens ça » murmura-t-elle, ses yeux brillant dans la nuit. Je hochai la tête, le cœur battant au rythme sourd d'une menace latente. Nous n'étions pas encore tirés d'affaire. Le lendemain, j'explorai les environs, la tension au ventre. Dans la terre meuble près du vieux chêne, je découvris des traces fraîches de chevaux, mais aussi des empreintes moins évidentes, celles d'une présence humaine rôdant, guettant. Élise s'habilla rapidement d'une robe légère mais résistante, ajustant ses bottines en cuir souple, un rappel discret de sa détermination. Ses longs cheveux noirs étaient relevés en une tresse lâche, laissant deviner la nuque délicate et ses épaules fines. Son regard, à la fois doux et farouche, me transperçait comme une flèche. « Ils ne vont pas abandonner, dit-elle, la voix ferme malgré la peur qui l'habitait. Je lui tendis mon vieux chapeau de feutre, esquissant un sourire. Alors, on va leur montrer que nous ne sommes pas des proies faciles. Les jours suivants furent une danse fragile entre vigilance et espoir. Chaque soir, Élise s'asseyait près de la cheminée, une lampe à huile jetant des ombres tremblantes sur ses traits délicats. Sa robe de lin blanc, simple mais élégante, tombait en plis légers autour de ses jambes croisées, laissant entrevoir la courbe subtile de ses chevilles. Un collier fin, orné d'une petite améthyste, brillait doucement sur sa peau. Elle me racontait parfois des bribes de son passé, des histoires entrelacées de douleur et de courage, tandis que je l'écoutais, fasciné par cette femme qui, malgré tout, gardait une flamme inextinguible. Mais un soir, alors que nous partagions un repas frugal, un cri perça le silence. C'était un hurlement sauvage, chargé de menaces, venant des bois. Sans réfléchir, nous bondîmes dehors, armes en main. À la lisière, les ombres dansaient, mouvantes et menaçantes. Une silhouette s'avança, titubant, ensanglanté. C'était un messager, porteur d'une nouvelle terrible. Jacques Bernard avait regroupé ses hommes, prêts à frapper à nouveau, plus féroces et implacables que jamais. Élise serra ma main, ses doigts glacés mais résolus. Cette fois, c'est la guerre. Je posai mon regard sur elle, admirant la force tranquille qui émanait de chaque mouvement, chaque souffle. Alors, préparons-nous. La nuit enveloppait la vallée, lourde de promesses et de dangers. Et au cœur de cette tempête imminente, une vérité restait enfouie, un secret que ni Jacques ni ses hommes ne soupçonnaient encore, mais qui pourrait bien tout changer. Les heures qui suivirent furent une course contre la montre, chaque seconde marquée par l'adrénaline et la peur sourde. La maison, jadis refuge paisible, se transforma en forteresse improvisée. Je vérifiais les armes une à une, tandis qu'Élise parcourait les pièces, distribuant les munitions avec une précision militaire inattendue. Son regard, d'habitude si doux, était désormais dur, déterminé, prêt à affronter l'orage. Elle portait une veste en cuir noir, légèrement cintrée à la taille, qui contrastait avec la douceur de ses traits et la courbe sensuelle de son cou découvert. Ses bottines cloutées martelaient doucement le sol en bois, rythme régulier d'une guerrière prête à se battre pour sa liberté. « Tu sais, » murmura-t-elle en s'approchant de moi, « je n'ai jamais été très douée pour les batailles conventionnelles. Mais pour protéger ce qui compte, je suis prête à tout. » Je souris, sentant la tension se dissiper un instant. Moi non plus. Mais on est ensemble. Et ça, c'est notre plus grande arme. Le vent s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte, agitant les rideaux légers et apportant avec lui le parfum mêlé de lavande sauvage et d'herbes brûlées. La nuit s'épaississait, enveloppant la vallée dans un manteau d'ombre et de mystère. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, le galop précipité de chevaux. La troupe de Jacques Bernard approchait, une ombre menaçante avançant à travers les pins. Nos cœurs battirent à l'unisson, la peur mêlée à la détermination. Élise glissa un revolver dans ma main, ses doigts effleurant les miens avec une délicatesse presque troublante. « Fais-moi confiance, Samuel. » Je hochai la tête,
le souffle court, tandis que la porte s'ouvrait brusquement sur la nuit agitée. La bataille éclata, violente et chaotique. Les éclats de voix, les détonations et le crissement des bottes sur les pierres se mêlaient dans une symphonie sauvage. Élise se mouvait avec une grâce féline, esquivant, visant, tirant avec une précision qui tranchait le silence comme une lame. Ses cheveux, autrefois soigneusement tressés, s'étaient défaits, tombant en vagues sombres sur ses épaules découvertes, où la lumière de la lune caressait la peau marquée de cicatrices. Chaque geste qu'elle faisait respirait la force et la vulnérabilité mêlées, cette danse dangereuse entre la vie et la mort. Je la suivais, le cœur battant, partageant cette bataille pour notre avenir. Mais au milieu du chaos, un cri perça l'obscurité, un hurlement de rage et de douleur qui glaça le sang. Un homme s'effondra, et au moment où je levai les yeux, je vis Jacques Bernard s'éloigner, disparaissant dans la forêt comme une ombre insaisissable. Essoufflés et blessés, nous restâmes là, seuls au milieu du silence revenu trop vite. Élise posa sa main sur ma joue, ses yeux brûlant d'une intensité nouvelle. « Ce n'est pas fini », murmura-t-elle. Je hochai la tête, sentant que derrière cette guerre, un secret plus profond et plus sombre attendait encore d'être dévoilé, un secret qui pourrait bien bouleverser à jamais tout ce que nous pensions savoir. Les jours suivants furent une course haletante entre traque et révélation. Jacques Bernard avait disparu dans les montagnes de la Drôme, mais son ombre planait toujours sur nous, lourde et menaçante. Élise et moi savions que chaque instant de répit était une illusion fragile, un souffle suspendu avant la tempête. Elle se mouvait dans la maison avec une élégance guerrière, ses gestes précis trahissant une discipline acquise dans des années de survie. Sa robe de lin, désormais tachée de poussière et d'ombre, se collait à ses formes, dessinant la courbe de ses hanches et la finesse de sa taille. Ses bottines usées martelaient le sol, écho sourd de sa détermination. Un soir, alors que la lune baignait la vallée d'une lumière d'argent, Élise s'installa près de la cheminée, un carnet ancien posé sur ses genoux. Ses doigts effleuraient les pages jaunies, retraçant les noms et les lieux liés à la sinistre serpiente noire. Elle leva les yeux vers moi, un éclat de défi dans son regard. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, Samuel. » Je posai ma tasse de café, prêt à écouter, conscient que chaque mot pouvait changer le cours de notre combat. « La serpiente noire n'est pas seulement un réseau de trafiquants, commença-t-elle, la voix basse, presque un secret. C'est une organisation qui contrôle des parts entières de la région. Des politiciens, des policiers, même des juges. Je sentis un froid glacial m'envahir. Tu veux dire que la bataille est plus grande que nous? Elle hocha la tête, les ombres dansant sur ses traits délicats. Ils ont des yeux partout. Si on veut vraiment mettre fin à tout ça, il faudra frapper là où ça fait mal. Je me levai, la regardant avec une intensité nouvelle. Alors, on va frapper. Les jours suivants furent consacrés à la préparation, à la collecte d'informations, et à la construction d'alliances inattendues. Élise, avec sa force et son intelligence, devint le cœur battant de notre résistance. Elle portait désormais une veste en cuir renforcée, pratique et élégante, qui contrastait avec la douceur de ses traits et le mystère de ses yeux. Un après-midi, alors que nous traversions les ruelles étroites de Fort-Calquier pour rencontrer un vieil ami de confiance, une silhouette familière surgit d'un coin d'ombre. Jacques Bernard. Son sourire était aussi froid que la pierre des vieilles bâtisses. « Vous croyez pouvoir m'arrêter » cracha-t-il, la voix pleine de mépris. Élise ne bougea pas d'un pouce, le regard défiant. « C'est toi qui vas tomber, Jacques. » Je sentis la tension monter, le passé et le présent s'entrechoquer dans un duel silencieux. Mais au-delà des mots, une vérité plus profonde se dessinait, une énigme tissée dans les blessures et les secrets que nous portions tous les deux. Et tandis que le soleil se couchait sur la Provence, une question brûlait dans l'air, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour détruire ce mal qui nous rongeait? La nuit tombait lentement sur les ruelles pavées de Fort-Calquier, enveloppant la vieille ville d'un voile mystérieux. Les lampadaires diffusaient une lumière tamisée, projetant des ombres dansantes sur les murs ocres des maisons. Élise avançait devant moi, son pas assuré malgré la tension palpable qui vibrait dans l'air. Elle portait une robe noire ajustée, dont les manches longues laissaient deviner la finesse de ses bras, et ses bottines en cuir claquaient doucement sur les pavés, un rythme presque hypnotique. Ses cheveux, relevés en un chignon désordonné, laissaient échapper quelques mèches qui caressaient son cou délicat, accentuant la courbe sensuelle de sa nuque. Un fin collier argenté brillait à peine sous la lumière, comme un secret qu'elle seule connaissait. « Tu as l'air d'une espionne », lançai-je avec un sourire en coin, tentant de détendre l'atmosphère. Elle me lança un regard complice, un éclat de malice dans ses yeux sombres. « Et toi, tu fais le garde du corps maladroit.
Nous nous dirigeâmes vers un petit café discret, où nous devions rencontrer un contact capable de nous fournir des informations cruciales sur les ramifications de la serpiente noire. L'endroit sentait le café corsé et le tabac froid, un refuge pour les âmes perdues et les conspirateurs. Assis dans un coin sombre, un homme âgé aux traits burinés nous attendait. Il s'appelait Henri, ancien journaliste reconverti en enquêteur privé. Ses yeux perçants semblaient avoir vu trop de choses pour être surprises. « Vous avez du courage, dit-il en nous observant, s'attaquer à ce réseau, c'est comme jouer avec une vipère. » Élise posa le carnet sur la table, dévoilant des notes et des adresses. « Nous voulons frapper là où ça fait mal. » Henri hocha la tête, son regard se posant sur moi un instant, comme pour jauger ma détermination. « Il y a un lieu, murmura-t-il, un ancien relais de poste dans les montagnes, où ils tiennent leurs réunions secrètes. Si on peut mettre la main sur leurs documents là-bas, ce sera un coup fatal. » Le plan prit forme dans nos esprits, une opération dangereuse mais nécessaire. Élise se pencha légèrement en avant, ses lèvres rouges esquissant un sourire déterminé. « Alors, on y va. » Les jours suivants furent une préparation minutieuse. Élise changea de tenue, adoptant un pantalon de cuir noir et une chemise ajustée, soulignant la finesse de sa taille et la force contenue dans ses mouvements. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, mêlant défi et espoir. Le soir venu, nous partîmes à l'assaut des montagnes, enveloppés par le silence pesant de la nuit. La lune éclairait faiblement notre chemin, tandis que l'air frais embaumait les pins. Mais dans l'ombre, une silhouette connue nous observait, un sourire cruel aux lèvres. Jacques Bernard n'avait pas dit son dernier mot. Et tandis que nous nous approchions du relais, un frisson parcourut mon échine, ce qui nous attendait là-bas pourrait bien changer le cours de notre combat, ou sceller notre destin à jamais. La nuit enveloppait les montagnes du Luberon d'un manteau d'obscurité épais, seulement percé par la lueur timide de la lune et le crépitement lointain des cigales nocturnes. Élise et moi progressions avec prudence sur le sentier escarpé qui menait au relais abandonné. Son pas était assuré, silencieux, presque félin. Elle portait ce pantalon de cuir noir qui épousait ses jambes fines, une chemise blanche entr'ouverte laissant deviner la délicatesse de son cou, et ses bottines robustes martelaient à peine le sol rocailleux. Ses cheveux sombres étaient lâchés, ondulant au moindre souffle de vent, encadrant un visage à la fois déterminé et vulnérable. Un collier en argent, discret mais élégant, reposait contre sa peau, scintillant sous la lumière lunaire. Je sentais l'adrénaline monter, mêlée à une étrange tension, celle d'un piège qui se refermerait peut-être à tout instant. Mais elle était là, à mes côtés, cette présence qui me donnait la force de continuer. Le relais se dévoila enfin, une bâtisse de pierre grise, rongée par le temps et la végétation, mais toujours imposante. Les fenêtres étaient barricadées, et une faible lumière perçait sous la porte. Nous nous glissâmes à l'intérieur par une porte latérale, découvrant un intérieur poussiéreux, mais témoignant encore d'une activité récente, papiers éparpillés, chaises renversées, le signe d'une fuite précipitée. Au centre, une lourde mallette en cuir trônait sur une table. Élise s'en empara avec précaution, ouvrant le fermoir pour révéler des dossiers, des documents officiels, des listes de noms, des preuves accablantes contre la serpiente noire et ses complices. Alors que nous examinions le contenu, un bruit sourd résonna derrière la porte principale. Quelqu'un approchait. Sans un mot, Élise attrapa son revolver, son regard s'assombrissant d'une froide détermination. « Prépare-toi, Samuel. » La porte vola en éclats, révélant Jacques Bernard entouré de ses hommes. Son sourire narquois s'élargit en voyant la mallette. « Vous êtes bien courageux, mais vous ne sortirez pas d'ici vivant. » La bataille éclata, sauvage et désespérée. Les coups de feu résonnaient contre les murs de pierre, mêlés aux cris et aux bruits de lutte. Élise se déplaçait avec une agilité incroyable, esquivant, ripostant avec précision, sa silhouette noire se fondant dans l'ombre. Je me battis à ses côtés, chaque instant marqué par la peur et l'espoir entremêlés. Puis, au moment où tout semblait perdu, un coup de feu retentit dans le silence, et Jacques tomba, foudroyé. Les hommes s'enfuirent, laissant derrière eux un calme lourd de promesses. Élise, haletante, posa la mallette sur la table, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle. « C'est fini, dit-elle, la voix tremblante mais fière. La vérité va enfin éclater. » Je la pris dans mes bras, sentant que, malgré les cicatrices du passé et les batailles à venir, nous avions gagné une bataille cruciale. Mais dans le silence qui suivit, un détail attira mon regard, un message griffonné sur une page du dossier, un nom que je ne connaissais pas, suivi d'une date proche. Un mystère, peut-être, ou une menace. Un nouveau combat venait de commencer.
Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les volets de la maison, peignant les murs de teintes orangées. Assis près de la fenêtre, je tenais entre mes mains le dossier que nous avions arraché à Jacques Bernard. Élise était là, à mes côtés, son regard sombre perdu dans un horizon incertain. La victoire semblait douce, mais le poids du secret que nous portions était lourd. Elle portait une robe légère couleur ivoire, qui épousait ses courbes avec une élégance discrète. Ses cheveux noirs, détachés, cascadaient en vagues soyeuses sur ses épaules. Un bracelet fin en argent scintillait à son poignet, rappel discret de la nuit passée. Malgré la fatigue, sa beauté restait magnétique, mêlant force et fragilité. Je fis glisser lentement une feuille du dossier, dévoilant le nom énigmatique, Laurent Dupuis, accompagné d'une date, proche, presque imminente. Ce nom ne me disait rien, mais son aura mystérieuse éveillait une alarme silencieuse dans mon esprit. Qui est-il ? Demandai-je, brisant le silence. Élise plissa les yeux, fronçant légèrement les sourcils. Je ne sais pas encore, mais ce nom revient souvent dans les documents. Il pourrait être la clé de tout ce réseau. Un frisson parcourut mon dos. Après avoir combattu l'ombre de Jacques Bernard, une autre menace se dessinait, plus insidieuse, plus dangereuse. Elle posa sa main sur la mienne, un geste doux mais chargé de promesses. Nous avons gagné une bataille, Samuel, mais la guerre est loin d'être terminée. Je serrai ses doigts, sentant dans ce contact la force nécessaire pour affronter ce qui venait. Alors on continue, ensemble. Le vent provençal soufflait à travers les fenêtres ouvertes, emportant avec lui l'odeur du jasmin et de la terre chaude. Il portait maintenant une nouvelle histoire, celle d'un combat sans fin, d'un amour forgé dans la douleur et la résilience. Et tandis que le soleil montait dans le ciel, éclairant la vallée de Sisteron, une question restait suspendue dans l'air, lourde de mystère et de promesses, qui était Laurent Dupuis ? Et quel rôle jouerait-il dans la prochaine page de notre histoire ? Le rideau se refermait sur ce chapitre, mais l'aventure ne faisait que commencer.